Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S404 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 avril 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec notre invité, le photographe Jonathan Thévenet, pour découvrir avec lui, à ses côtés, l'univers de la photographie culinaire. Alors Jonathan, peut-être première question. Est-ce qu'il faut être un bon cuisinier pour être un bon photographe culinaire ? Oui, je pense que oui. Alors déjà dans un premier temps, à mon avis, il faut plutôt être amateur de bonne chair. Il faut aimer manger, il faut aimer s'alimenter. Il faut aimer cuisiner aussi. Oui, je pense que ça fait aussi un peu partie du truc, puisque dans ce métier quand même, ce qui est important, c'est de pouvoir échanger avec des chefs de cuisine, avec des chefs pâtissiers, avec des chefs de salle. Donc il faut connaître un petit peu les codes de ce monde-là. Et donc du coup il faut se l'être un peu approprié personnellement, je pense. Donc ouais, mon avis, aimer cuisiner, c'est une base. Et est-ce que tu peux être végétarien et photographe culinaire à Lyon ? Voilà, ça complique un peu les choses. Bon, les choses sont quand même en train de bouger à Lyon, malgré tout. Et il y a de plus en plus de restos végétariens qui ouvrent. Non, mais il y en a pour tous les goûts, hein. C'est ça qui est chouette dans cette ville. Qu'est-ce qui te plaît tant dans la photographie culinaire ? Alors moi j'adore la photo culinaire, hein, évidemment, parce que c'est mon métier, mais j'adore aussi la photo globalement. Mais ce qui me plaît dedans, c'est arriver à sublimer un plat de chef, à sublimer un produit qui paraît complètement anodin. C'est surtout ça qui me plaît en fait. Et qu'est-ce que c'est la pâte Thévenet ? Comment tu résumerais ton travail ? Mon travail, c'est, je suis assez proche du produit brut notamment. J'ai une tendance à bien sous-exposer mes photos. J'aime bien cette ambiance un peu charbonneuse dans les images. Donc souvent, je me retrouve à beaucoup sous-exposer les photos et à tirer un peu les curseurs derrière sur le logiciel de post-production, sur Capture One en fait. Et on arrive à des résultats assez étonnants. On s'approche de photos peut-être un peu clair-obscur avec des teintes qu'on verrait pas comme ça à l'œil nu. C'est peut-être ça la pâte. Alors, en guise d'introduction, pour essayer de bien comprendre ton métier, on vous propose d'écouter le témoignage d'une grande chef pâtissière qui s'appelle Nina Métayer, qui a été élue meilleure pâtissier de l'année en 2017 par le guide Gotemio. Elle a publié récemment un ouvrage, La délicate pâtisserie, aux éditions de La Martinière, et nous explique la relation qu'elle entretient avec la photographie et les photographes dans son travail. On l'écoute. Alors, les photos, dans mon métier, ont deux utilités particulières. Donc, on a la photo qui a une description, qui est une explication, plutôt pour expliquer la fabrication d'un dessert, ou des photos un peu plus techniques, tout ce qu'on va retrouver dans les pas à pas du livre, par exemple. Et ensuite, on a les photos artistiques qui, là, vont apporter le côté émotion qu'on a envie de transmettre avec le dessert, qu'on peut pas avoir parce qu'on n'a pas le goût quand on regarde un livre, mais par contre qu'on peut percevoir à travers la photo et à travers l'émotion qu'on met dans la photo. Les photographes que je choisis, c'est pas toujours mon mari, parfois ça peut être d'autres personnes, j'ai choisi avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment eux qui vont transmettre l'émotion que j'ai envie de transmettre dans mes gâteaux. Donc, il faut qu'on ait une relation, un lien, il faut que quelque chose se passe entre nous. Il faut qu'on se comprenne et qu'on ait la même sensibilité. Si je connais pas le photographe ou la photographe, je vais être présente et je vais donner une direction. Et après, il y a une relation qui se crée. Donc, c'est vrai que parfois, je travaille avec Louise aussi, que je connais bien et qui me connaît bien mes desserts et comment je travaille. Donc, après, on crée cette relation-là où elle va pouvoir elle-même prendre un peu plus d'initiative et un peu plus de direction artistique. Mais il faut d'abord cette relation. Moi, je trouve que c'est la lumière qui est le plus important et la texture pour qu'on ait envie de croquer. Parce qu'il faut que ce soit gourmand, mais il faut que ça représente aussi la réalité. Donc, on a ce côté où il faut que ce soit bien fini. Nous, on déteste photoshopper. On photoshop quasiment pas, donc il y a des défauts.
sur les desserts de nos photos. On peut voir dans le livre, les desserts sont pas complètement lisses. Il va y avoir quelques bulles de temps en temps quand on fait du chocolat, mais c'est ça qui fait la gourmandise. Si on lisse complètement un dessert, si on commence à avoir quelque chose qui est parfait, on perd ce côté instantané, ce côté éphémère d'un dessert et artisanal. Donc c'est ça, je pense qu'il faut essayer d'être appliqué, mais garder ce côté humain et essayer de voir le petit défaut parfois. Alors, Jonathan, pour son activité, Nina Métayer nous explique qu'il y a en gros 2 types de photographies culinaires, des photographies techniques et des photographies artistiques. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Elle a bien retranscrit le métier. En fait, on peut effectivement soit simplement bien représenter le produit qu'on a en face de nous très proprement, sur un fond neutre par exemple, avec un éclairage adéquat qui le met en avant, voilà, qui le sublime un petit peu. Et puis effectivement, on peut après pousser un peu plus le truc et retrouver ce produit dans une ambiance, dans un univers qu'on aura mis en place. Donc ouais, c'est vrai c'est important de bien distinguer les deux. D'ailleurs, moi, quand les clients viennent me voir, c'est bien comme ça que je différencie les choses. On a soit cette photo qu'on pourrait presque appeler un peu vulgairement de packshot, voilà, où on retranscrit le produit tout simplement. Et puis effectivement, le deuxième truc, c'est la photo d'ambiance, avec ce produit au centre de l'ambiance. Et quels vont être les différents usages de ces photos ? Et est-ce que depuis quelques années, tu constates aussi cet engouement pour la photographie pas à pas, avec de plus en plus de gens qui veulent essayer chez eux de reproduire des créations et donc des photos un petit peu making-of ? Ouais, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Cette histoire de photos de pas à pas, finalement, on le retrouve beaucoup en ce moment sur Insta, sur les stop motion en fait. Les gens font beaucoup de stop motion. Alors, est-ce que c'est encore de la photo ? Je sais pas. On s'oriente peut-être plus vers de la vidéo. Mais en tout cas, le pas à pas, oui, j'ai l'impression que il y a un certain engouement pour ça, puisque ça permet quand même d'approfondir un peu la technique à la maison. C'est un genre de tuto en fait. Et du coup, qui sont les clients de photographie culinaire ? Eh ben, alors il y en a beaucoup de différents types. On peut retrouver les agences de communication qui sont en lien direct avec le client final. Donc le client, ça va être l'entreprise agroalimentaire, le petit artisan du coin, le boulanger, le boucher. Ça fait partie enfin de mon côté en tout cas, ça fait partie des gros clients. On retrouve aussi les clients en direct, c'est-à-dire ceux que je viens de citer, les artisans, les bouchers, les cuisiniers, etc. On a aussi des magazines qui éditent autour du monde de la gastronomie. Et donc là, en général, c'est plutôt du reportage autour d'un chef et de sa cuisine et de son univers. Tu aurais un exemple concret d'une commande d'une agence de com ? Prenons le cas de la semaine dernière, par exemple. Il y a une agence qui est venue me voir qui avait un client qui était, je vais peut-être pas citer la marque, mais grosso modo, il créait des produits simili-carnés, donc des produits végétaux qui ressemblent à des steaks hachés ou à des boulettes de bœuf. Et là, ils viennent me voir pour sublimer leurs produits et les mettre en avant dans une mise en scène qui est un peu prédéfinie à la base. Et ça va permettre en fait d'alimenter les réseaux sociaux, leur communication interne. Est-ce que la photo culinaire, c'est considéré un peu comme un art ? Aujourd'hui, j'ai l'impression pas encore. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de portes à pousser. Là, à mon sens, on est encore un peu aux prémices
de ce que pourraient faire les photographes culinaires en termes artistiques. Alors moi, c'est quelque chose que j'essaye de développer de mon côté, en créant comme tu l'as dit en intro, mais en créant des séries. Si on reprend la série Lyonnaiserie par exemple, Ouais. là l'idée c'était de remettre en scène des plats emblématiques de la cuisine lyonnaise. Qui sont un peu oubliés, qui sont un peu à la marge aujourd'hui, et pourtant qui peuvent être absolument magnifiques en photo. Et là, l'idée dans cette série-là, c'était de décomposer les ingrédients qui composent la recette de ces plats, en les figeant en high-speed photo. Tu peux nous citer quelques exemples là, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche? C'est pas toujours facile en audio, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas l'image. Alors ça va être compliqué, je sais pas si ça va bien vous parler, mais grosso modo, dans la série Lyonnaiserie, on retrouve le fameux tablier de sapeur, le rognon de veau pané, on va retrouver la salade lyonnaise, on retrouve la quenelle sauce Nantua. Voilà, je pourrais en citer plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres, mais ouais, c'est ça l'idée. Je peux essayer de décrire un peu les photos, c'est pas évident à décrire, mais on peut peut-être se lancer dedans, mais on a une base, un fond, qui va être une sauce, un liquide, du vin, voilà, en fonction de ce qu'on va retrouver dans la recette. Et on va faire tomber sur ce fond-là un élément solide et qui va être figé au moment où il va toucher la surface du liquide. Alors, on a des images un peu déstructurées, mais bon, à la fois, voilà, pleines de couleurs, assez gourmandes. Bon, évidemment, hein, il faut aller sur ton site internet, hein, si on veut voir avec nos yeux à quoi ça peut ressembler. La photographie culinaire, ce n'est pas que de la photographie de nourriture, c'est aussi du portrait, c'est aussi du reportage. Faut donc être super polyvalent quand on fait ce métier-là? Alors oui, il faut être polyvalent. En général, un magazine vient me voir et me demande d'aller réaliser un reportage autour d'un chef et de son univers. Donc là, on est amené au cours du reportage à faire des photos, des portraits du chef, des portraits du sommelier, des portraits du chef de salle, des portraits du chef pâtissier. Et puis après, on va aller s'orienter du côté des photos de recettes, des photos de plats qui ont été réalisées par le chef. Donc là, c'est assez simple, hein, on pose, je pose un studio, autour des cuisines. Alors, on pourrait parler éclairage, mais peut-être qu'on y reviendra peut-être plus tard. Oui, on y reviendra. Ouais, on y reviendra un peu plus tard. En revanche, est-ce que dans ton cahier des charges techniques de commande, on te demande de la vidéo également de plus en plus? On m'en demande de plus en plus, mais moi j'ai une tendance à le refuser aussi de plus en plus. Non, aujourd'hui, moi, je préfère me consacrer vraiment à la photo. J'estime quand même que la partie vidéo, c'est plutôt un métier à part. Alors, il y a quand même des choses qui rapprochent la vidéo de la photo, notamment l'éclairage. Mais encore une fois, moi, je pense que on est bon dans un domaine et que c'est important de pas trop se disperser finalement. Jonathan, est-ce que les chefs sont très impliqués dans la conception et la réalisation de leurs images? On entendait Nina qui expliquait que il devait y avoir une relation forte entre elle et les photographes avec qui elle collabore. Et précisons d'ailleurs, elle le laisse transparaître, mais que c'est son compagnon, hein, Nina, c'est son mari qui fait la majorité de ses photos, mais qui lui arrive aussi du coup de faire appel à d'autres photographes. Et comme tu le dis, Arthur, elle insiste sur la nécessaire complicité avec le photographe. Ouais, c'est important qu'il y ait une synergie quand même entre le chef et le photographe.
c'est quand même deux métiers de passionnés, hein. Le chef, il y met de la passion dans la création de son plat. Donc le photographe doit impérativement mettre aussi de la passion dans sa photographie. Non, cette synergie, elle est vraiment très importante. Et est-ce que les chefs sont fidèles avec leurs photographes? Non, pas spécialement. Pas spécialement? Pas spécialement. Certains le sont. C'est difficile à dire. Moi, je travaille quand même assez peu en direct avec des chefs. En revanche, avec ceux que je travaille en direct, effectivement, ils sont fidèles. C'est-à-dire que tous les trimestres, je retourne faire une petite série de photos dans le restaurant. Mais quand même, ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que les chefs sont extrêmement sollicités en termes de communication. Et donc, en fait, ils choisissent... moi, je dirais que plutôt, avant de choisir un photographe, ils choisissent plutôt un support. Et c'est donc un support, ça va être un magazine, hein, grosso modo ça va être ça, ou un site web, ou voilà. Mais en général, c'est plutôt le magazine qui va choisir son photographe. Et là, les magazines sont assez fidèles. Ça, c'est une bonne chose. Alors la photographie culinaire, c'est aussi souvent un travail d'équipe. Il y a le commanditaire, le photographe évidemment, un retoucheur, hein, si cette étape n'est pas réalisée par le photographe lui-même, et enfin un styliste culinaire. Nous avons rencontré François Vermeer, un styliste culinaire avec qui tu travailles souvent, Jonathan. Il nous explique son métier et son rôle. On l'écoute. Effectivement, styliste culinaire, on peut associer ça en fait. Souvent, on voit certains photographes qui appellent aussi ça des chefs ou des cuisiniers, parce qu'au final, ça reste aussi le cœur du métier, c'est-à-dire de faire une cuisine ou de reproduire une mise en scène culinaire, on va dire sans tout le côté gustatif qu'on peut avoir en restauration traditionnelle. Et donc, le boulot de styliste culinaire, c'est-à-dire c'est cuisiner de façon jolie, même des fois de façon à que ça ne soit joli que d'un seul point de vue, surtout en photo, un peu moins en tournage, mais là surtout en photo, et de pouvoir montrer voilà un produit en particulier, une recette, un équipement des fois qui est mis en valeur grâce à un shooting. Alors Jonathan, sur un plateau, est-ce que c'est ta lumière qui doit s'adapter à la composition culinaire proposée par le styliste ou l'inverse ? Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. À mon avis, c'est plutôt encore une histoire de synergie entre les deux. Bon, en général, quand même, c'est le travail du photographe qui prédomine un petit peu. Donc, on va plutôt poser un éclairage en amont, apporter l'assiette ou le produit sur la prise de vue et rectifier un petit peu l'éclairage en fonction derrière. Mais globalement, quand même, ce qu'il faut imaginer, c'est que si on met en place un éclairage, c'est parce qu'on l'a voulu aussi, on a voulu retranscrire une certaine atmosphère dans l'image. Donc finalement, c'est presque un peu plus au styliste de s'adapter au photographe. Est-ce que tu gardes une marge de manœuvre quand même confortable, tu vois, quand tu bosses avec un chef étoilé qui va avoir ses desiderata et un styliste qui va aussi te donner quelques considérations. Est-ce que dans tout ça, tu arrives à conserver une marge de manœuvre en termes de créativité ? Ouais, carrément. Moi, je m'adapte aussi. Hein. Je suis pas... Enfin voilà, le but du jeu c'est quand même de s'adapter à tout ça. C'est-à-dire que j'écoute surtout beaucoup ce que me disent les chefs ou les stylistes. C'est quand même un travail commun. Si on veut que la photo soit réussie derrière, il faut impérativement que tout le monde ait pris parti à l'image et que tout le monde en soit content, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce grand projet de livre sur lequel tu as travaillé pour l'Institut Paul Bocuse ? On l'a évoqué dans l'introduction et on a évoqué pas moins de 1800 photographies d'illustrations. Ouais, 1800 photographies, ouais. Quand j'y pense, même c'est énorme. C'est dingue. C'est énorme.
Ouais, c'est assez dingue. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que on était 2 photographes sur le projet et que je travaillais avec une autre photographe qui s'appelle Aurélie Jeannette et qui travaille pas très loin de Lyon ici. Mais ça fait quand même, ça représente 900 photographies par photographe. Dans ces 900 photographies, 90% des photos étaient des photos de pas à pas, justement. Donc c'est des photos assez descriptives qui se veulent juste finalement décrire le geste du cuisinier, le retranscrire pour que le lecteur derrière puisse reproduire la recette à la maison. Et 10% des autres photos, des photos restantes, c'était plutôt de la photo de plat final, de recettes finalisées et de reportages au sein de l'Institut Paul Bocuse. Et quand tu fais des photos de pas à pas comme ça veut dire que tu peux demander aux gens de refaire les gestes. Enfin, ils vont vraiment faire ça à dessein. Ils vont simuler des confections de plats. Comment ça se passe? Oui, alors là particulièrement à l'Institut Paul Bocuse, non, en fait, on n'avait pas trop le droit à l'erreur. Les chefs, ça les énervait un petit peu, en fait, si on ratait l'image. Ça veut dire que si on rate une image d'un pas à pas, bien souvent, il faut refaire le pas à pas totalement. Surtout qu'ils sont assez pointus, ils ont des exigences assez grandes sur le rendu du geste derrière. Donc, en général, si c'est raté, non, il faut repartir à zéro. Alors Jonathan, la photographie culinaire, c'est pas que des grands restaurants, des grands chefs et de prestigieuses maisons d'édition, c'est aussi, et peut-être même avant tout, l'industrie agroalimentaire. Alors les marques de produits transformés ou non, les distributeurs, cette industrie est une grande productrice de photographie que l'on va rentrer dans la catégorie de la photo culinaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de cette industrie agroalimentaire dans ton travail ? Eh ben oui, l'importance elle est grande, elle est énorme même. Alors bêtement, en termes de chiffre d'affaires, elle représente peut-être 50 ou 60% du chiffre d'affaires aujourd'hui, notamment depuis le confinement. J'ai l'impression que les entreprises d'agroalimentaire ont pas profité de la situation, c'est pas vrai, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, depuis le confinement, il y a vraiment une forte demande autour de ces photos-là, puisque, à mon avis, ils ont bénéficié de beaucoup de ventes, en fait, finalement, à cette époque. Donc ils se doivent aujourd'hui encore de présenter des produits, de sortir des catalogues, de sortir d'alimenter un site internet, d'alimenter Insta. L'agroalimentaire aujourd'hui c'est essentiel, ouais. Et pour qu'on se représente bien un peu les choses, donc tu as évoqué les catalogues, j'imagine, de grands réseaux de distribution, mais ça peut être aussi un photographe culinaire qui va réaliser l'image qui va être apposée sur le packaging même des produits transformés qu'on va retrouver en rayon. En fait, c'est quoi les champs d'utilisation de la photographie pour cette industrie agroalimentaire ? Bien c'est ça, tu l'as dit, c'est effectivement réaliser du packshot, produit. Donc si tu veux, le travail au quotidien, il marche comme ça. On reçoit des produits de la part de ce client. François Vermeer, le styliste, les cuisine dans un premier temps, les met en scène dans l'assiette, on les photographie. Et cette photo va se retrouver sur effectivement du pack, simplement pour illustrer ce que tu as à l'intérieur du packaging, de ce que tu achètes. Ça c'est une première chose. Une seconde chose, effectivement, c'est du catalogue. Moi je travaille là pour une entreprise d'agroalimentaire qui fait de la vente à domicile. Et la seule manière qu'ils ont de vendre leurs produits, c'est effectivement de les montrer, cuisiner.
Et donc là, le support, c'est du catalogue que tu vas recevoir dans la boîte aux lettres, c'est une petite fiche produit sur le site web, c'est de la mise en avant sur Instagram. Voilà, c'est ça, hein, grosso modo, la majorité des supports. Alors si tu le veux bien, maintenant on va parler un peu de ta technique au moment de la prise de vue et en post-production. Alors la photographie culinaire, c'est une discipline de studio. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles ? Alors, je travaille beaucoup en studio, effectivement, avec des lumières au flash, enfin avec des flashs de studio. Alors quand je dis des, c'est pas forcément. Moi, je mets pas beaucoup de sources de lumière. La plupart du temps, en fait, bon voilà, c'est un petit secret que je dévoile, mais la plupart du temps, c'est plutôt une seule source de lumière, puisque on considère quand même que l'œil humain est plutôt habitué à voir une seule lumière, c'est celle du soleil. Donc c'est ce qu'on essaye de retranscrire aussi un petit peu en studio. Une seule source de lumière, la plupart du temps. Mais bien disposé, au bon endroit, avec une bonne boîte à lumière, et un jeu de réflecteurs derrière. Voilà, grosso modo, pour la partie éclairage, ça se passe comme ça. Ça paraît assez simple, mais il y a toute une maîtrise autour de un seul éclirage. Voilà, ça peut être assez rébarbatif, donc il faut quand même avoir quelques notions de comment orienter cette lumière en tout cas. Ça veut dire que tu as un setup en permanence, toi, dans ton studio. Tu as un setup qui te permet de photographier n'importe quoi qui va arriver, n'importe quel plat qui va arriver dans ton objectif. Ouais, j'en ai 2 en permanence au studio, parce que j'ai la chance d'avoir un studio qui fait 150 mètres carrés. Donc ça permet d'avoir 2 setups. Un notamment qui est plutôt dédié à la partie packshot, et un autre qui va être dédié à la partie ambiance. Alors ils se ressemblent, hein, physiquement, c'est quasiment les mêmes setups, mais ils sont répartis comme ça dans le studio. Et du coup, dans ton studio, il y a une cuisine, j'imagine. Ouais, il y a une cuisine où François officie quotidiennement, quasiment. Il est au fourneau à longueur de journée. Ouais, c'est une cuisine un peu mobile. C'est vraiment une cuisine qu'on pourrait retrouver à la maison avec des équipements semi-professionnels, on va dire. En tout cas, l'idée quand même, c'est de se mettre dans la condition du particulier. Donc en fait, on n'a pas de matériel non plus trop sophistiqué, quoi. On va retrouver une plaque à induction, un four, un réfrigérateur, voilà, tout ça est un peu mobile dans le studio, on le dispose un peu comme on veut, c'est assez agréable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe un shoot, en fait, entre le moment où vous avez l'idée, où François cuisine et où toi tu fais la photo ? Eh ben, alors, il y a différents cas de figure, hein, en fait, dans tout ça. Soit, effectivement, en amont, le client sait à peu près ce qu'il veut derrière, c'est-à-dire qu'il s'est, dans un premier temps, appuyé sur les compétences d'une agence de com, qui a développé tout un mood board, une note de shooting, etc. Donc là, nous, notre travail, il devient un peu plus simple, si je peux dire, mais grosso modo, on a juste à coller au cahier des charges qui a été imposé par l'agence de com. Ça, c'est dans un premier temps. Mais sinon, on a aussi ce cas de figure où, effectivement, le client vient au studio, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Donc là, on lui propose... en fait, on a pas mal de fonds aussi au studio. Ça, c'est assez important en termes de photos culinaires. On a des fonds bois, du bois vieilli, du bois, enfin voilà, Ils font quelle taille ces fonds ou tu te fournis où ? Ils sont petits. Moi, je me fournis. Alors, soit je me fournis dans les enseignes pardon de bricolage, comme Monsieur, Madame, tout le monde. Soit on construit des fonds. Alors c'est ce qu'on privilégie aujourd'hui pour essayer de se démarquer un peu. On les fabrique. On va acheter du béton enduit. On l'enduit nous sur une petite surface qui doit faire à peu près entre 80 cm par 1,20 m de long. Il faut pas des grandes surfaces, hein. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que les assiettes sont quand même relativement toujours un peu petites
en sachant que on travaille d'ailleurs très rarement avec des assiettes standards. On dresse quasiment toujours les plats dans des assiettes à dessert qui font à peu près 20 cm de diamètre. Ça a la vertu effectivement de redonner un peu plus de dimension au produit. Et comment tu procèdes alors justement pour photographier tout ça? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ton setup? Est-ce que tu bosses par exemple sur pied? Quel type de boîtier tu utilises sur tes 2 setups? Moi, j'utilise un pied-colonne très appréciable, très appréciable. Qu'est-ce que tu appelles un pied-colonne? Alors, un pied-colonne, il faut imaginer un pied monté sur 3 roulettes avec une colonne centrale sur laquelle vient glisser une barre horizontale. Et au bout de cette barre, on a fixé une rotule, comme sur un pied standard en fait. Voilà. En fait, ce pied, il permet d'être pas modifiable, mais en tout cas de pouvoir modifier le point de vue extrêmement rapidement. Voilà. Grosso modo, on dévisse une molette, on peut monter le pied de 1m50, 2 mètres en l'espace de quelques secondes. Il est monté sur roulette, donc on peut le déplacer à volonté. Voilà, ça c'est extrêmement pratique. Par contre, c'est destiné exclusivement à du studio puisque le pied doit peser c'est extrêmement à peu lourd, près, voilà, on doit être entre 40 et 50 kilos. Donc l'autre avantage de ça, c'est par contre c'est très stable. Donc ça c'est hyper appréciable en studio. L'appareil photo bouge pas. Voilà. Donc ensuite on a l'appareil photo qui est posé sur cette rotule. Et en termes d'appareil photo, aujourd'hui en studio, moi j'utilise essentiellement un Sony Alpha 7 R3 qui est monté sur une chambre Cambo Actus et donc qui permet des décentrements d'objectifs et des bascules, notamment du corps avant. Donc ça permet soit effectivement de récupérer de la netteté sur n'importe quel plan, soit de créer du flou. Et ça, c'est intéressant aussi. Et tu privilégies le plein format, tu vas pas sur le moyen format? Alors, si, jusqu'à il y a pas très longtemps, moi j'étais en plein format, en 24-36, et récemment, j'ai basculé en moyen format sur un Fuji GFX 100. Superbe appareil, magnifique. Mais finalement, étonnamment, je l'utilise beaucoup plus en reportage qu'en studio. Puisqu'en studio, moi, j'ai vraiment pris goût d'utiliser cette chambre, cette Cambo, et j'ai pas encore trouvé la solution pour mettre le GFX dessus. Alors, elle existe, je sais qu'elle existe, mais je suis toujours à la recherche, d'une optique qui va venir sur la chambre. Et qui va pouvoir encaisser les 100 millions de pixels du GFX 100 derrière. Donc là, voilà, je suis toujours en recherche de ça actuellement. Là. Alors évidemment, pour de la photo culinaire, alors si on met un peu de côté cet aspect chambre Cambo, on a envie de penser naturellement que une optique adéquate, c'est une optique macro, non? Ouais, oui, il faut plutôt qu'elle soit macro, effectivement. Puisque on va quand même se rapprocher pas mal du produit. En termes de focale, idéalement, elle se situe autour des 90 mm. Je trouve que c'est une focale assez adéquate, dans le sens où elle déforme très peu derrière. Elle est macro, donc effectivement, on va pouvoir s'approcher assez fortement du produit. C'est assez souple. C'est assez souple d'utilisation et on a quand même un rendu derrière, une qualité qui est plutôt excellente. Ouais. J'ai un 90 mm de 8 de chez Sony qui est plutôt redoutable en termes de qualité d'image. En revanche, voilà, moi je trouve que la mise au point est un peu plus délicate. Elle est surtout très longue, je trouve. On a besoin de tourner la bague énormément. Tu bosses avec l'autofocus? Non, jamais. En studio, jamais. En fait, je travaille avec Capture One en logiciel de capture.
Et en fait, il propose un live view qui est plutôt efficace. Donc moi, ça me permet de faire vraiment des mises au point très très précises. Voilà, très précises. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en termes de macro, effectivement, il y a ce 90 mm là, mais il y a aussi la Cambo qui le gère aussi pas mal. Ouais. Pour citer brièvement d'autres modèles emblématiques pour les possesseurs d'hybrides plein format, il y a récemment Nikon qui a sorti un 105 mm VR en monture Z. Canon a aussi ressorti son mythique 100 mm macro sériel, cette fois en monture RF. Et on trouve, donc on a cité le 90 mm Sony, mais pour Sony, il y a aussi le superbe 105 mm Art de Sigma, qui vient aussi à la rescousse des possesseurs de boîtiers plein format en monture L, avec la particularité de pouvoir être utilisé avec des convertisseurs 1.4 ou x2, tout en gardant le rapport 1.1. Donc ça, c'est spécifique à la monture L pour le 105 mm Art, mais ce sont de superbes objets. Est-ce que ça a un intérêt pour toi d'aller encore plus comme ça, de rentrer encore plus dans le sujet ? Ça peut arriver, ouais. Moi, je me suis amusé à le faire sur des fruits à coque, enfin des noisettes, des noix pour aller chercher du gros plan. Le rapport 1-1, il est bien. Je dirais même que c'est presque voilà, c'est le minimum qu'on attend d'une optique macro, quoi, finalement. Si on veut rentrer un peu dans la matière, c'est ce rapport de reproduction là qu'il nous faut, ouais. Alors Jonathan, tu évoquais tout à l'heure la technique du high speed que tu as employée sur ta série Les Lyonnaiseries, c'est ça si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, cette technique du high speed ? Et je sais que c'est particulièrement difficile à expliquer, donc bon courage. Le high speed, c'est une usine à gaz, en fait, c'est une usine à gaz complètement. Il faut imaginer que la photo est réalisée dans le noir complet, que on oublie la vitesse d'obturation de son appareil photo pour la technique. Grosso modo, on a l'appareil photo et on a une scène à photographier. On veut dans cette scène venir figer un mouvement. Alors là-dedans, on n'a pas trop de choix en fait. On utilise une barrière laser qui va être coupée par, voilà, imaginons l'aliment qu'on va faire tomber. Donc l'aliment va tomber, il va couper la barrière laser. Le laser qui est relié à un espèce de dispositif, le dispositif va dire à l'appareil photo, ouais, c'est même pas l'appareil photo, c'est le dispositif qui va dire, voilà, il va dire au flash, tu vas te déclencher dans 1 centième de seconde, 1 millième de seconde, enfin bon, voilà, tout ça, ça se trouve à tâtons, jusqu'au moment en fait de trouver le moment précis de l'impact. Une fois qu'on a trouvé ce temps entre l'objet qui a coupé le laser et l'objet qui touche la surface du liquide, et ben là voilà, on peut commencer vraiment les prises de vue, mais il faut imaginer que tout ça est fait dans le noir complet, et on s'aide de lampe de poche, enfin on peut éclairer que juste entre 2 prises de vue. C'est assez compliqué et fastidieux à mettre en place, mais ça permet de faire des photographies totalement impossibles. Et voilà, par contre, c'est exactement ça. Ça permet de figer le mouvement à la vitesse d'éclair de son flash. Donc bien souvent, on utilise des flashs avec une durée d'éclair la plus courte possible et à une vitesse, à une puissance, assez basse, puisque la caractéristique des flashs aujourd'hui, c'est de dire moins la lumière est puissante, plus elle est rapide. C'est ça. Voilà, c'est à peu près ça globalement. Bon, je sais pas si je l'ai bien retranscrit. Écoute, c'est pas mal. C'est pas facile à expliquer. On peut dire aux gens, faites-le chez vous du coup. Ça a l'air un peu périlleux. Ouais, non, il existe des petits boîtiers qui permettent de faire de la high speed. Alors soit on utilise une barrière laser comme le fait Jonathan, mais ça peut être aussi des déclencheurs sonores.
par exemple. Donc on vient brancher ces flashs sur ce petit boîtier qu'on règle à la main à la milliseconde près, et puis on peut se lancer dans la réalisation de photographies totalement délirantes, quoi, pour le coup. Mais c'est vrai ça que les photographes culinaires, c'est un peu des magiciens, hein. Ils ont pas mal de trucs et d'astuces pour réussir à rendre les aliments qu'ils photographient particulièrement appétissants. Nous avons d'ailleurs rencontré la photographe Soli Kanani qui nous dévoile certains de ses secrets de fabrication. On l'écoute. En fait, la règle numéro 1, c'est d'être préparé avec la lumière, par exemple. Selon moi, la lumière dans une photo, c'est le plus important. Et sans une bonne lumière, c'est difficile d'avoir une photo culinaire qui donne appétit. Donc, si par exemple, on photographie avec un flash, c'est important de prendre quelques photos de test avant de poser l'assiette avec la nourriture sur la table. Et la nourriture est plus appétissante lorsqu'elle vient d'être placée sur la table et qu'elle est encore chaude. Donc, c'est important d'être prête et le prendre en photo tout de suite. Après, il y a bien sûr des différentes astuces et ça dépend aussi des plats ou les produits qu'on va prendre en photo. Généralement, si par exemple, je vais prendre une photo des agrumes, par exemple, qui sont coupés, je les vaporise avec un peu d'eau pour qu'ils aient l'air d'être juteux. Et si vous voulez donner un peu de fraîcheur aux fruits ou légumes qui ont une peau lisse, comme par exemple des tomates ou cerises, c'est joli et ça donne aussi une belle texture si on les vaporise avec un mélange d'eau et glycérine. Moi, j'utilise un mélange de 50% d'eau et 50% de glycérine dans un petit flacon avec un vaporisateur pour créer des gouttes d'eau. Ces gouttes durent et ne sèchent pas. Donc, avec ce type de mélange, vous avez du temps pour prendre vos photos sans que les gouttes ne disparaissent. C'est ça, Jonathan, le pire ennemi du photographe culinaire, c'est le temps ? Ouais, c'est le temps. C'est effectivement de respecter la fraîcheur du produit, ou c'est de respecter une juste cuisson d'une viande, par exemple. Il faut imaginer qu'une viande, quand elle vient d'être cuite et coupée, on la cuit, on la coupe pour la prendre en photo. Là, on a vraiment que quelques secondes pour la photographier, puisque sinon la viande commence à s'oxyder et elle prend des couleurs qui sont plus très appétissantes. Mais c'est vrai pour les végétaux aussi, carrément. Il faut une fois qu'ils sont coupés, on a plus beaucoup de temps. Alors il y a quelques astuces effectivement pour garder un peu de fraîcheur. Je prends le cas de l'avocat, il faut impérativement le tremper dans un jus de citron avant pour qu'il s'oxyde pas. En fait, ce qu'on utilise, c'est presque des techniques de chef finalement en studio. Et pour les glaces, comment tu procèdes ? Ça a l'air d'être le plus compliqué, hein, vu de loin, d'un point de vue novice. Alors, les glaces, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation là, actuellement. Pour mon cas personnel, mais nous on a pas mal utilisé à une époque la glace artificielle. Donc là, la glace artificielle, c'est un mélange de sirop de maïs, de sucre glace et d'une espèce de margarine qu'on trouve qu'aux États-Unis. Donc c'est une combinaison des trois, plus un colorant dedans, plus des marquants, c'est-à-dire imaginons une glace vanille, des petits grains de vanille dessus. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, aujourd'hui, les clients ont de plus en plus envie d'utiliser leurs propres produits. Alors là, ça devient délicat parce que, en général, on n'a jamais le produit parfait sur la photo. Donc il faut en fait, je vois François. En fait, François, il en fait énormément des boules de glace, par exemple, pour arriver à en obtenir une belle. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on revient plus à une forme de naturalité quand même sur les photos.
Alors tu dis en faire énormément, et le gaspillage dans tout ça, on parle beaucoup de zéro déchet aussi en cuisine en ce moment, il y a des mouvements pour lutter contre le gaspillage et ça fait sens. Ouais. Est-ce que tu manges tout ce que tu photographies ou comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, alors effectivement, ça c'est un gros sujet sensible sur lequel on a pas mal réfléchi. Donc effectivement, nous au quotidien, on se nourrit avec les produits qu'on photographie le plus possible. On a la chance en plus au studio d'être entouré d'autres entreprises qui bénéficient aussi de ce qu'on de ce qu'on cuisine. Et on a noué un partenariat depuis 2 ans maintenant avec les Restos du Cœur, ce qui fait que tout ce qui reste dans les congélateurs, on a pas mal de produits congelés. Voilà, ils sont récupérés par les Restos du Cœur et redistribués après derrière. Mais ça a été compliqué puisque les banques alimentaires voulaient pas récupérer nos produits puisqu'évidemment on n'avait pas de certification de chaîne du froid. Mais voilà, on a trouvé les normes Restos du sanitaires, Cœur, il y a ça beaucoup de marche comme ça. restaurateurs qui sont obligés de jeter certaines viennoiseries ou Ouais, certains produits ouais. et ils peuvent pas les donner pour ces raisons-là d'ailleurs. Non, il reste quand même énormément de gaspillage encore, ouais. Jonathan, j'aimerais qu'on parle un peu de la partie post-production de ton travail. Est-ce que c'est toi qui fais la retouche de tes images? Quelle part ça prend dans tes activités? Oui, c'est moi qui gère la post-prod. J'ai jamais fait appel à un retoucheur. Je réfléchis, mais je crois que ça m'est absolument jamais arrivé. Moi, ça me permet d'avoir un contrôle absolu sur les photos. D'autant plus que c'est une partie que j'apprécie. Je fais la retouche sur comme 95% des photographes, je pense, sur Photoshop. Et c'est un outil que moi j'ai appris à connaître comme ça. Enfin, j'ai appris tout seul en tout cas sur ce logiciel. Et voilà, j'ai toujours fait les choses un peu tout seul. Et c'est cet esprit que je veux conserver derrière. Dans le témoignage qu'on a écouté au début de l'émission de Nina Métayer, on entendait qu'elle assumait les défauts sur les photos de ses desserts. Toi, tu es plutôt dans une autre approche un petit peu plus aboutie, perfectionniste. Donc, qu'est-ce que tu penses de son témoignage là-dessus? Moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle dit, Nina, ça me plaît beaucoup. Non, ça me plaît parce que c'est vrai que on cherche toujours à atteindre une certaine perfection sur les photos. Voilà, on le sait en fait, les produits sont pas parfaits, ils sont comme ils sont. Donc je trouve que c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on a plutôt tendance à vouloir retoucher à outrance. Mais si on revient sur l'aspect styliste aussi des photos, voilà, moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui les clients reviennent à une forme de naturalité et que cette retouche à outrance, elle est un peu moins visible aujourd'hui. J'ai le sentiment. C'est un peu comme dans la mode finalement, comme si la retouche abusive, tu vois, on en revenait et que pour rendre le truc plus accessible ou pour l'accepter, il fallait tout simplement accepter les défauts, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Voilà, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas les défauts? Exactement. C'est ça le débat. Donc, c'est ce qui est en train de se... Moi, je pense que c'est l'avenir, il est là, à mon avis. Hein, c'est finalement très peu de retouches et essayer de pas trop déformer la réalité. Ou ne serait-ce que parce que ça peut décourager aussi quand on essaye de refaire quelque chose soi-même, de pas y parvenir parce que c'est trop parfait, tu vois. Ouais. Ouais. Même moi, je me fais avoir des fois en regardant des recettes sur Internet. Quand je vois le résultat en photo, je me dis mais non, mince, en fait, je me suis fait avoir. J'arrive pas au même résultat. Je me suis fait avoir. Ouais, ça m'arrive encore. Ouais. Quel conseil, Jonathan, tu pourrais donner à un photographe qui souhaite se lancer dans la photographie culinaire simplement chez lui? Alors que ce soit pour un usage personnel ou même professionnel, pourquoi pas?
Pour un usage personnel, il faut déjà trouver un fond photo qui soit plutôt acceptable. Un joli plan de travail, une jolie planche en bois, s'approcher d'une fenêtre, quitte à fermer toutes les fenêtres et en garder une seule ouverte. Voilà. Ça recrée presque une boîte à lumière, hein, finalement. Si la lumière est pas trop directe, si on a la chance, je sais pas moi, de vivre en ville et d'être en face d'une façade d'immeuble blanche qui va renvoyer une lumière par cette fenêtre qu'on a laissée ouverte, là, à mon avis, on a une belle boîte à lumière qui se profile là. Voilà. L'idée, c'est de, à mon avis, pas trop multiplier les sources d'éclairage, donc bien aussi penser à couper les lumières qu'on a à la maison, les lumières artificielles, enfin les lampes, les plafonniers, etc., et d'utiliser que cette lumière naturelle là de la fenêtre. Et puis sur les téléphones. Puisqu'on arrive quand même à faire des photos assez potables, hein, par téléphone, c'est de gérer la surex ou la sous-ex. Maintenant ils le font pas mal, les téléphones, donc plutôt moi je dirais plutôt qu'il faut sous-exposer, mais ça c'est peut-être ma patte, voilà, qui retranspire là. Voilà, ouais, c'est ça, grosso modo, hein, les astuces. Est-ce qu'il y a 2-3 règles de composition très, très basiques, peut-être élémentaires en photographie culinaire, ou pas du tout, on se lance, on fait n'importe quoi? Non, on fait pas trop n'importe quoi, on essaye de... Je pense que c'est pas mal d'essayer déjà dans un premier temps de respecter la fameuse règle des tiers. Alors là, je parle pour du photographe un peu novice, mais la règle des tiers, ça marche bien. Pas hésiter aussi à mettre des éléments hors champ. C'est plutôt efficace. Et puis en termes de compo, on peut s'amuser à rajouter aussi des grandes masses sur les photos en rajoutant des serviettes en arrière-plan, des couverts, en rajoutant l'élément brut qu'on retrouve dans l'assiette qu'on est en train de photographier. Voilà. On peut faire intervenir des mains, par exemple. On met pas toujours que l'aliment en valeur, non? Ouais, on peut s'amuser aussi à faire intervenir un peu d'humain. C'est vrai que ça rend la photo peut-être un peu moins figée, tu vois.